La Chambre Bleue, oui, de Mathieu Amalric. Très très beau film. Oui, présentant un sélection, un certain regard, effectivement, Hélène. Et ben bon, on va peut-être retrouver tout de suite l'équipe du film Saint-Laurent qui s'apprête à faire la conférence de presse. Très bien. On vous le rappelle. L'équipe de Saint-Laurent, donc. Bertrand Bonello. Bonjour. En quelle langue on parle mieux la salle d'habitude? Konnichiwa. Genki desu. C'est vrai, c'est quand il y a de la presse japonaise. Je connais du Japon. Elle m'a offert un coussin au Japon. Genki desu. Ah, c'est pour toi, Léa. C'est coussin belge. Merci, ça va. On va la chanter. J'apprécie. C'est gentil. Merci beaucoup, Déjà, photographe. Merci beaucoup. Et bienvenue à la conférence de presse de Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Alors je vais vous présenter cette longue et belle table en partant de tout au bout, les producteurs, Nicolas Altmaier et Eric Altmaier. Oui, ils sont frères. à côté d'eux, pour ses débuts au cinéma, dans un rôle qu'elle connaît bien, mannequin vedette, Emeline Valade. À côté d'elle, le fils de cinéma des frères Dardenne, déjà réincarné en Claude François dans Clo-Clo, aujourd'hui réincarné en Pierre Berger, Jérémy Régnier. Bonjour. Je vais passer en continuant avec les dames, avec la si chic loulou de la falaise, Léa Seydoux, avec l'indispensable Madame Munoz, Amira Casar. À côté de moi, j'ai le coproducteur, Christophe Lambert, le co-scénariste, Thomas Bibien. Au centre de la table, vous l'aurez reconnu, Yves Saint-Laurent lui-même, Gaspard Huliel. Et puis après l'Apollonide, après ses souvenirs de la maison close, la mémoire d'une grande maison de couture, le réalisateur Bertrand Bonello. À qui je vais poser la première question que forcément vous lui auriez posée aussi. Il y a eu 2 Guerre des boutons, il y a eu 2 Chanel, et maintenant, voilà, il y a 2 films consacrés à Yves Saint-Laurent. Et je vais demander à Bertrand Bonello qu'il nous dise quels ont été ses rapports chronologiques, artistiques, scénaristiques avec le Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Vous avez raison, Daniel. Je ne ferai aucune comparaison parce que je n'ai pas vu l'autre film. Voilà, moi j'ai essayé au maximum de me concentrer sur mon projet en me souciant du moins possible de ces aléas de chronologie, de sujets, évidemment, peut-être que les producteurs en parleront, économiques, qui font qu'il y a 2 films sur le même sujet sur le marché. Donc voilà, j'ai essayé de me concentrer sur mon film et j'espère que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cette question-là. Helen Rowe from Agence France Presse. Can you tell us why you decided Pourquoi avez-vous décidé de mettre l'accent sur le côté noir d'Yves Saint-Laurent, le côté sombre? Quelle était la réaction de la part des gens qui le connaissaient personnellement? Oui, ça j'ai entendu. C'est la deuxième partie. Le micro.
J'essaie de traduire la question de madame. Pourquoi cette période-là? Et est-ce que vous avez eu des réactions des gens qui ont connu Yves Saint-Laurent, dont Pierre Saint-Laurent, et donc pourquoi la période la plus noire d'Yves Saint-Laurent? Alors pourquoi cette période-là? C'est parce que avec la première chose à laquelle on a réfléchi avec Thomas quand on a dû écrire ce film, c'est comment en 2 heures, bon maintenant 2h30, traiter la vie de quelqu'un, et ça nous semblait évident de recentrer, et cette décennie nous semblait la plus riche, passionnante, à plus d'un titre. D'abord en termes de mode, puisqu'on parle d'un créateur de mode. Ensuite, en termes de vie aussi, parce que dans cette décennie, on a un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on a encore un Yves Saint-Laurent presque jeune homme, et à la fin de cette décennie, la fin est déjà dite, et tout après n'est que redite. Quant aux réactions des gens dont vous parlez, personne n'a encore vu le film. Ce matin, ça a été la première projection, donc on verra leur réaction quand ils le verront. Bonjour monsieur, Jacques de Bonneau, Radio Notre-Dame. D'abord, il faut que je vous dise merci pour ce film très important, très puissant, une distribution homogène, très, très heureuse, et surtout merci d'avoir fait participer Madame Dominique Sanda et Helmut Berger. Ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai eu le bonheur d'interviewer il y a quelques années Yves Saint-Laurent, comment vous avez pu travailler ce film qui est à la fois le film et puis une partie documentaire? Je vais juste citer, parce que j'ai bien aimé la réaction d'un de nos coproducteurs qui est Olivier Père chez Arte. Quand il a vu le film en projection de travail, il a dit c'est un film qui va du documentaire à l'opéra. Et j'ai trouvé ça une formule très juste et très belle, en tout cas qui me plaisait beaucoup. Alors, évidemment, quand on parle une des choses qui nous intéressait avec Thomas très tôt, c'était de montrer le travail. Alors, j'imagine que c'est dans ce point de vue-là que vous parlez de documentaire. Et c'est vrai qu'on a fait travailler des couturières pour fabriquer les costumes du film, et que ce sont ces couturières-là qui jouent dans le film et qu'on a filmé, parce que ça me semblait, on parle de haute couture, donc on parle vraiment d'artisanat, et ça me semblait vraiment intéressant et émouvant de pouvoir filmer ce travail, ces mains, cette espèce de rigueur, cette hiérarchie qui donne en effet un aspect peut-être un peu document, en tout cas au film, et qui après dérive petit à petit vers de la fiction et vers, j'espère, du cinéma. Mais la coexistence des deux me semblait vraiment importante. Merci. Bonjour, Thomas Adamson de AP, l'agence américaine. Une question, il faut que je répète un peu pour avoir un peu d'éclaircissement. On a bien vu 2 films sur la vie de Yves Saint-Laurent. Une dont Pierre Berger a autorisé et une autre, le vôtre, qu'il n'a pas autorisé. Qu'est-ce que vous trouvez de scandaleux dans ce film? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas l'autoriser? Et puisque vous trouvez à Cannes et qu'il y a un distributeur américain qui vient d'acheter votre film, est-ce que vous vous sentez quelque part exonéré, ou est-ce que vous êtes fier du parcours du film maintenant que vous avez autant de succès? Oui, évidemment, j'en suis fier. Enfin, par rapport à l'autorisation, etc., moi, ainsi que mes producteurs et tous les gens qui ont travaillé, nous avons descendu une seule chose, c'est la liberté de faire le film que nous avions envie de faire. Donc, c'est vrai que pour être libre, parfois, il faut faire les choses un petit peu dans son coin, mais je pense qu'on est tous très fiers d'être arrivés à ce résultat. Et s'il y a eu des problèmes par le passé, ils n'ont aucunement empêché le film d'être ce qu'on avait envie qu'il soit. C'est-à-dire Pierre Berger, aucune attention à interdire, etc. Et si vous avez envie de montrer ce film, ou lui le voir, vous ne savez pas? Non. Tu veux répondre, Eric? Sur ce point-là, le projet que nous avons initié avec Bertrand a été très antérieur au film suivant. Il se trouve, concours de circonstances ou hasard, que Jalil Lesper est arrivé avec un projet sur le même sujet, et que Jalil a obtenu le soutien ferme et définitif de Pierre Berger, qui a ensuite manifesté par divers moyens
et très publiquement d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, son opposition à un film dont il n'a jamais été question qu'il soit évidemment un film contre Pierre Berger. En fait, notre ambition depuis l'origine, c'était de faire un film sur Saint-Laurent, tout simplement. Et Bertrand a dit quelque chose de très juste dans une interview précédente. Le fait qu'il y ait eu l'émergence de ce deuxième film, je pense, nous a libérés en fait de toutes les contraintes du biopic traditionnel pour pouvoir aller encore plus dans la vérité de ce qu'il voulait faire. Bonjour. Ça marche. Bonjour, Émilie Olivier du MacCinema.fr. J'avais une question quant à la temporalité. En fait, on passe de Yves Saint-Laurent dans sa période des années 60, fin 60 et 70. Et ensuite, il y a le Yves Saint-Laurent vieux, entre guillemets, qui est incarné par Helmut Berger. Et est-ce que je voulais savoir si ça s'étend des années 80 aux années 2000, parce que par exemple on le voit feuilleter un magazine qui date de 1988, et donc c'était pour savoir ça aussi au niveau quand il parle de Jean-Paul Gaultier. Il me semble que Jean-Paul Gaultier, enfin même c'est sûr que Yves Saint-Laurent avait déjà créé les seins coniques dans une certaine collection. Donc vraiment c'était pour savoir dans quelle temporalité, si c'était volontaire ce floutage et un passage une certaine jeunesse à une autre extrémité, une grande vieillesse. Voilà. Si je devais donner une date précise pour la période Helmut Berger, ce serait en fait 1989, par rapport à pas mal de choses, notamment les petits détails économiques sur la bourse, voilà. Après, c'est vrai que Helmut peut faire plus âgé que ce que faisait Yves en 1989, et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dilue un peu dans le temps, mais qui ne me dérange absolument pas, et au contraire, j'ai l'impression que ça aide à ce que le film... que le rapport au temps explose dans le film à ce moment-là. Mais s'il devait y avoir une date précise, ce serait celle-ci, par rapport notamment, en effet, au Voici, par rapport à Gaultier, par rapport aux costumes aussi des gens qui viennent le voir. Mais on était parti sur une journée en 89, et c'est vrai qu'après, il y a une sensation un peu plus diffuse qui, je crois, aide le film à diluer le temps. Moi, je voudrais poser une question aux comédiens, savoir comment ils se sont incarnés, comment ils ont abordé ce personnage, Petit problème de micro, voilà, ça va mieux. Oui, je voudrais demander aux comédiens comment ils ont abordé ces personnages qui sont des icônes qu'on a connues, dont on connaît les images et qui sont encore très présentes, et comment ils se sont incarnés, évidemment avec les indications de Bertrand Bonello, mais se sont-ils documentés et comment ont-ils travaillé? Gaspard? Comme vous l'avez dit, effectivement, je pense que la base, c'est la documentation. L'idée, c'était de connaître un maximum de choses sur Yves, sur l'époque, sur son entourage, sur son travail. Et ensuite, justement, d'oublier tout ça, de le digérer et de s'en éloigner le plus possible pour retrouver une vraie liberté. Je pense qu'après, l'idée, c'est de dépasser les limites, de repousser les limites et d'essayer de transcender quelque chose, justement, en s'en inspirant et en se l'appropriant totalement. Et voilà, l'idée, c'était pas de devenir Yves Saint-Laurent, mais de le rendre vrai, le rendre juste. Et avec Bertrand, c'était très clair dès le départ. Je pense que Bertrand m'avait dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de te filmer toi, de filmer Gaspard. Et voilà, il y avait une part de moi aussi dans Yves, et de pas pousser à un simple mimétisme ou imitation. C'était vraiment le danger à éviter, le piège dans lequel ne pas tomber. Et après, je dirais, dans la direction de Bertrand, c'est assez difficile d'en parler. Déjà, le mot direction, je trouve, s'applique pas forcément au travail qu'on a eu, qui est plus pour moi un accompagnement. C'est comme si on s'était pris la main tous les deux pour se lancer dans cette aventure. Et rien n'est figé dans le travail de Bertrand. C'est-à-dire que parfois, on arrivait sur une séquence et elle prenait une direction totalement opposée à ce qu'on avait pu éventuellement anticiper. Et je pense que son travail est vraiment organique, il ne se rationalise pas, et je pense qu'il est nourri, et le déterminant de son travail, c'est plus l'émotion naissante et la grâce naissante entre les acteurs. C'est très très beau ce qu'il vient de dire, je crois que... moi, mon rôle était surtout d'observer Gaspard, Saint-Laurent, de le soutenir, de le pousser. Et c'est vrai que après, oui, forcément, il y a la documentation, mais surtout le rapport de la mise en scène, ce qu'on avait imaginé avec Bertrand et Gaspard. Mais pour moi, c'est vrai, c'était quelque chose
de regarder Gaspard jouer, travailler, construire Yves Saint-Laurent. C'était quelque chose pour moi. Et très vite, on en avait aussi parlé avec Bertrand. Il me disait oui, ce qui était agréable, parce qu'on se connaît, Gaspard et moi, depuis longtemps. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas besoin de travailler. La façon dont je l'observais, on se connaît depuis tellement longtemps que voilà, c'était quelque chose qui n'avait pas besoin d'être travaillé. Il y avait des vrais acquis entre nous, même au moment des essais. C'est vrai que Bertrand dit qu'il y avait même presque une sensualité entre nous, parce qu'on se connaît intimement depuis très longtemps. Ouais, très intimement. Et pour moi, c'était une vraie valeur ajoutée d'avoir Jérémy. Déjà, c'était un élément de confiance. Et surtout, c'était quelqu'un qui sortait d'un gros biopic et qui surtout avait déjà travaillé avec Bertrand plusieurs années auparavant. Donc, il a pu me donner quelques mes traumatismes. Voilà. Non, et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est que le film commence en 1967. Donc, Pierre et Yves sont déjà ensemble depuis plusieurs années. Il n'y a pas la rencontre, il n'y a pas la naissance de l'histoire. Donc, il fallait que immédiatement, dès qu'on voit Gaspard, Pierre et Yves à l'écran, on croit à quelque chose. Et quand on a fait les essais ensemble, c'était pas pour savoir si un tel ou un tel savait jouer, c'est pour savoir comment ça fonctionnait. Et du fait, j'imagine, que Gaspard et Jérémy se connaissent depuis très longtemps, il y avait quelque chose qui marchait immédiatement pour moi au cadre en faisant les essais. Et je me suis dit, on va pouvoir croire au début du film que ces deux personnes-là se connaissent depuis longtemps, s'aiment, vivent quelque chose, sans avoir à l'expliquer surtout. Alors, Amira et Léa, vous aviez moins de documentation pour vos personnages. Comment vous les avez abordés, Amira? Oh, il y en a. Je trouve que Madame Munoz, c'est quelqu'un qui a travaillé dans une rigueur. C'est un regard de bienveillance et de rigueur et l'amour absolu du détail et du travail bien fait. Donc c'est un très très grand artisan, je crois. Et c'est émouvant, ces femmes-là, parce qu'elle a été le regard, la compagnon et l'amie de Saint-Laurent depuis Dior. Donc ils se sont connus gamins, ils se sont dit on va plus jamais se quitter. Ils se sont dit ces mots-là. Ils se sont reconnus quand ils étaient tout petits, tout petits. Et c'est ça qui est beau. Et puis le regard de Bertrand, je trouve qu'il travaille comme un peintre, nous aide beaucoup parce que on nuance les choses avec un peintre, un artiste pareil. Voilà. Donc, et puis après on se regarde vivre. Voilà. On se laisse vivre. C'est bien. Léa? Moi, c'était... moi, c'est une petite touche comme ça, une petite touche de couleur. Élégante. Donc, voilà, c'était un personnage, il fallait que ce soit un personnage léger, et j'avais pas spécialement envie de faire une imitation de Loulou de la Falaise. Mais voilà, elle entoure Saint-Laurent et elle ne fait que l'aider à déployer son talent. Et Emeline, pour votre entrée dans le grand bain? Ce qui n'a pas été évident pour moi, c'est que Betty est très discrète. En fait, je pense qu'on n'a pas forcément plus de visuel, en effet, que Amira, par exemple. Mais je me suis concentrée sur le côté archétype de la femme moderne. Et je me suis dit, dans la continuité de ce que moi, ma situation en tant que femme aujourd'hui, ce qu'elle a pu être, essayer de trouver les liens, les croisements et de le développer à partir de là. Je peux juste dire un truc sur le texte. Mais sûrement. Quand le texte est si beau, l'acteur a presque... voilà, il peut s'incliner devant les mots. Et vraiment, le texte était tellement beau pour nous que... Voilà, je trouve que c'est un grand, grand support. Merci. Bonjour, Hugues Daguerre, TBF, Télévision Belge. C'est une question... Bonjour, Jérémy. Bonjour, Jérémy. C'est une question pour Bertrand Bonello, mais aussi pour les acteurs. Pas pour moi? Si, ça reviendrait pas au pays. Mais tu sais, on n'a droit qu'à une question. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de filmer le travail, Bertrand Bonello, avec effectivement le côté artisanal, l'atelier. Et paradoxalement, on voit quand même relativement peu Yves Saint-Laurent au travail. On le voit tomber amoureux de Jacques de Bachère, on le voit se perdre. Vous insistez beaucoup plus, bien sûr, on voit les défilés, mais vous insistez beaucoup plus dans son éloignement et sa solitude que dans son travail collectif à l'atelier. Est-ce que ça a été très très vite un postulat? Et alors une question pour les acteurs, comme ça je fais la totale. Moi, forcément, contrairement à vous, je suis critique de cinéma, donc j'ai vu l'autre film. Et Pierre Ninet me disait que sa clé pour comprendre Saint-Laurent avait été le travail sur la voix, et cette voix très particulière. Alors, est-ce que les voix des personnages, qui sont... Pierre Berger est toujours là, est-ce que les voix, est-ce que les intonations, est-ce que les comportements ont été un sésame pour entrer dans la peau de ces personnages? Donc là, question pour les acteurs. Merci.
Je vais répondre à la première. Vous dites qu'on ne voit pas Yves travailler, mais on le voit dessiner. On le voit beaucoup dessiner quand même. Ce qui est quand même la base de son travail. Après, les dessins partent à l'atelier et puis il y a un relais qui se fait. Et la première fois qu'on voit Yves en 1967, il est en train de toucher la toile, etc. etc. Bon. Donc j'ai préféré faire une vraie longue séquence d'atelier plutôt que plein de petites scénettes où il repasserait après la boîte de nuit, etc. Donc pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on le voit face à la création et surtout dans le rapport au dessin, qui était vraiment la base pour lui. Je laisse les comédiens répondre à la suite. Et oui, moi je trouve que ce qui est intéressant justement dans le travail, par rapport à son rapport au travail, c'est que moi ce qui m'a séduit dans ce film, c'est que à un moment on dépasse le biopic. Je dirais même que c'est tout sauf un biopic, c'est plus justement une odyssée dans la tête d'un créateur. Et c'est un vrai film sur le processus créatif. Et à mon sens, on n'a jamais rendu aussi bien la vie d'un artiste et justement tout ce processus créatif. Et je trouve que ça c'est quelque chose d'assez magique dans ce scénario. Après, par rapport à la voix, moi c'est marrant parce que ça a été peut-être un des derniers éléments qui s'est installé dans mon interprétation. C'était effectivement un élément important puisque je savais qu'il allait forcément avoir des comparaisons et avec la vraie voix d'Yves et avec ce qu'allait faire Pierre Ninet. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que lui allait faire, s'il allait changer sa voix ou pas. Et je me suis posé beaucoup de questions et je dirais que je suis quasiment arrivé le premier jour sur le tournage sans vraiment encore savoir ce que j'allais faire avec la voix. Et en fait, je me suis laissé guider par mon instinct et c'est venu assez naturellement. Alors peut-être que les 2 premiers jours de tournage, c'était encore un petit peu hésitant et puis très vite, c'est venu de façon assez naturelle. On n'en a presque pas discuté avec Bertrand. Il m'a repris 2-3 fois, c'est-à-dire qu'il voulait pas... C'était quoi ce que tu me disais? Toujours la même chose que... Non, que la voix de Yves, en effet, a une sorte de fragilité, et qu'il fallait pas que la fragilité se transforme en faiblesse ou en vieillissement, mais que ça reste juste de la fragilité. Voilà. Mais pour moi, ça n'a pas du tout été le point de départ. Moi aussi. Moi, c'est totalement l'inverse. Ça a été le point de départ. Je n'écoute que la voix. Non, c'est vrai que c'est un travail qui m'intéresse, la transformation, d'aller vers la voix d'un personnage. Ça m'aide à comprendre aussi le personnage. Et c'est vrai que Yves, peut-être te souviens-tu de cet après-midi? Mais voilà, non, mais c'est un travail. Après, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est aussi. Après, on connaît moins la voix de Pierre Berger, donc c'était plus pour moi et pour l'interprétation et pour pouvoir sortir de qui je suis dans la vie, pour pouvoir plonger dans une autre vie. Mais je pense que c'était plus, ça n'a rien à voir avec le travail de Gaspard qui lui justement doit c'est vrai que de quelque chose qu'on connaît un peu. Mais c'est assez juste ce que tu dis. Je pense que l'acteur à un moment a besoin d'avoir un élément sur lequel s'appuyer pour basculer de l'autre côté, une sorte de déclic, et ça peut effectivement être la voix. Moi je pense que ça a été plus le corps en fait. J'ai essayé de m'amaigrir pour... En fait l'idée c'était d'arriver sur le plateau dans un corps qui n'est pas le mien, et je pense que c'était un élément très important pour m'emmener ailleurs. Bonjour, Volga TV, Russian television. It's a famous fact. On sait tous très bien qu'Yves Saint Laurent a été un énorme succès, et surtout sa collection russe. Est-ce que vous avez appris les traditions russes quand vous avez commencé à tourner le film, quand vous avez travaillé sur le scénario? Moi, je crois que l'influence russe de la collection vient de l'influence de peintres, qu'a eu la culture russe et orientale d'une manière générale. On l'appelle ça la collection russe, mais ça va chercher un petit peu plus largement sur certains peintres. Et j'ai l'impression que Yves est passé d'abord par la peinture, elle-même influencée par des cultures orientales, pour arriver à cette collection. Alors, je connaissais un peu les peintres dont il s'était inspiré, oui. Mais je crois que ça passe par la peinture, pour lui. Roberto Schinardi, gay.it, merci de votre cadeau, c'est-à-dire le meilleur vêtement que vous pouvez nous donner de Yves Saint Laurent, c'est-à-dire son âme, mis à nu. Et je voudrais remercier surtout Monsieur Bonello pour sa mise en scène très sophistiquée, très ravissante. Je voulais demander à Monsieur Houliel si c'était gênant pour vous être si à nu physiquement et moralement, et surtout dans les scènes des baisers plus explicites,
et à rapport de l'homosexualité de Yves Saint Laurent, si ça a rapproché en votre monde intérieur. Merci beaucoup. Non, je dirais qu'un acteur découvre ses limites à chaque nouvelle expérience, à chaque nouveau tournage, et essaye peut-être de les repousser, en tout cas quand ça vaut le coup. Je dirais que oui, je me suis senti à nu, mais pas forcément de manière physique. C'était plus d'autres éléments qui étaient plus déroutants, dans ce côté un peu sombre, dépressif. Après les scènes de baiser, je dirais que voilà, c'est une expérience qui est encadrée par le travail et qui renvoie à aucune réalité enfin, à rien de ma réalité, mais non, honnêtement, ça n'a pas été une étape très compliquée à franchir. Avec Louis, il y a quelque chose, Louis Garrel, il y a quelque chose qui s'est installé. On se connaissait, pour le coup, on se connaissait pas comme je connaissais Jérémy avant le tournage, et très rapidement, ça a été quelque chose d'assez surprenant. Il y a une grâce qui est née comme ça très rapidement dès la première scène, en fait, entre nous. Je me rappelle, ça a été un moment important pour moi dans l'expérience du tournage, parce qu'on sortait de 2 ou 3 semaines de tournage dans l'atelier, dans le décor de l'atelier. Il y avait un côté un peu redondant, un peu scolaire, et c'est dans les scènes avec Debacher qu'on a vraiment vu le film prendre une autre dimension et se déployer. Et Bertrand en parle très bien de justement cette grâce qui s'est installée entre Debacher et Yves, et qui du coup a même changé certaines scènes, la durée de certaines scènes et même la direction de certaines séquences. Le baiser, c'est quelque chose par exemple qui n'était pas dans le scénario. C'est la seule scène qui n'était pas dans le scénario. Peut-être, oui. Bonjour, c'est Bruno Guetti de Brésil Post. Je voudrais savoir un peu plus sur la participation de Helmut Berger dans le film. Pourquoi vous l'avez choisi et comment se sont passés le tournage avec lui? Alors, le pourquoi, c'est je ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est quand on a commencé le traitement avec Thomas, qu'on a très vite dessiné en 3 parties, etc. Immédiatement, on s'est dit que la 3e partie, il devait y avoir un nouvel acteur qui arrive, et le nom d'Helmut est arrivé, mais immédiatement. Mais je vais te laisser. Yves, quand il était plus âgé, passait beaucoup de temps à regarder des films, et tout le temps les mêmes. Et il regardait les damnés en boucle, en VHS. Il était dans son lit, il regardait. Et donc, je pense que ça vient de là. Et on a eu cette idée de penser à Helmut. Mais c'est une idée scénaristique. C'est passé par les damnés, en tout cas. C'est pas tellement une idée de casting, c'est vraiment une idée de scénario. C'est quelque chose qui est arrivé extrêmement tôt. L'idée que la voix reste la même, mais le corps change totalement. Et il nous est apparu évident qu'il n'y avait qu'une seule personne pour faire ça, comme ça, pour représenter ça, pour montrer ça, sans trop d'artifice. C'était Helmut Berger. Après, à la question comment s'est passé le tournage, le tournage très bien. L'avant-tournage plus difficile. Mais je pense que quand il est arrivé sur le plateau et qu'il a vu qu'il y avait une caméra du 35 mm, beaucoup d'éclairage, que c'était très sophistiqué, est-ce que ça lui a rappelé des souvenirs, etc. Mais tout d'un coup, il est vraiment rentré dans le film immédiatement. Si je puis me permettre, Yves Saint Laurent, dans les années 90, ressemblait exactement à Helmut Berger. C'est pas seulement une idée géniale scénaristique, c'est une idée qui se rapproche de la réalité. Je voudrais poser une question à Bertrand. Il y a beaucoup de dualité dans ce film. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la dualité? Il y a l'ombre, la lumière, la beauté, le côté monstrueux. Il me semble que c'est un des thèmes du film. J'ai presque envie de vous dire que la réponse est dans la question, parce que un des premiers mots qu'on a utilisé en écrivant, c'est le mot contraste. On se disait que le film devait marcher majoritairement par contraste. Et non pas avec une espèce d'évolution comme ça, mais que souvent une scène de nuit devait répondre à une scène de jour, et qu'une scène de créativité, éventuellement une scène un peu plus morbide, et qu'en avançant par contraste, on arriverait à créer la tension qu'on cherchait.
C'est pour ça que je vous dis que la réponse est quasiment dans la question. Et c'est une pensée qui m'a poursuivi évidemment, à l'écriture, au tournage, mais jusqu'au montage et même jusqu'au mixage, où on essaie toujours de créer du contraste et de rapprocher des choses comme ça pour leur donner un relief, et que c'est ce relief qui allait donner un petit peu l'âme du personnage. Une question là. Amateur from the Telegraph newspaper. Telegraph, Inde. Je souhaite poser une question aux femmes ici présentes. C'est une question très simple, mais un petit peu mystérieuse aussi. Ma question concerne non seulement Yves Saint Laurent, mais tous les autres grands couturiers. Il y a des couturiers un peu partout dans le monde. Mais pourquoi est-ce que la France est si spéciale? Pourquoi est-ce que la France réussit à faire les vêtements les plus chers, les plus beaux, les plus magnifiques, les plus design du monde? Il me semble que les Français adorent le bon goût et ils n'aiment pas les excès. Il y a un mot fabuleux en français il est difficile de trouver l'équivalent en anglais. Je parle du mot la justesse et je pense que les Français comprennent et ont en eux cette justesse. C'est le fruit d'une longue histoire, Versailles, Louis XIV, etc. Et Yves Saint Laurent voulait devenir une sorte d'empereur, créer une cour empreinte de beauté et de luxe. Évidemment, il y a cette notion de luxe. Il avait acheté des vases, des antiquités, des tables de beaux tableaux. Et ça fait partie intégrante de l'esthétique française, de la culture française. Je ne sais si j'ai répondu à votre question. Quel que soit le régime politique, l'esthétique reste très importante en France. Non, mais c'est vrai qu'on a une intransigeance dans le goût. On essaye toujours d'aller dans le dépassement et dans l'image. On est très passionné par se développer en général dans la minutie des choses et dans le détail, mais dans l'épuration des détails. Et on essaye toujours. Si ça va pas, vaut mieux l'enlever. De toute façon, ça ira mieux sans qu'avec si on a un doute. Less is more. Exactement. Comme dans le cinéma français, less is more. Bertrand, la beauté des femmes et la beauté des robes, c'est aussi la beauté de l'image. Et vous avez tourné en 35 mm. Je voudrais que vous nous disiez pourquoi. Oui, c'est quelque chose auquel je tenais absolument. Alors, non pas dans le sens où le 35 serait bien, le digital ne le serait pas. Ce sont juste des textures très très différentes. Et je crois que tant qu'on a du 35, c'est-à-dire qu'on a encore le choix, et tant qu'on a le choix, c'est bien. Mais c'est vrai que sans rentrer dans des détails technologiques, le 35 mm offre évidemment une douceur et une richesse sur les couleurs, sur les textures, et que ça me semblait impensable de faire un film sur Yves Saint Laurent et de montrer des robes et de montrer cet univers dans un univers plutôt digital. Voilà, et par ailleurs, je tiens à dire que ça ne coûte pas tellement plus cher, que c'est une idée reçue. Voilà. Ah oui. Vous voyez. Pardon? Voilà une information. Saint Laurent filmait tous ses défilés en 35 mm. Ouais, il n'y avait pas numérique en même temps à l'époque. Bonjour, Martin Bilodeau de Mediafilm à Montréal. Une question pour Bertrand Bonello. J'aimerais savoir, au-delà de la polémique autour de Berger, approbation ou pas de votre film, je pense que votre film, comme beaucoup de films biographiques qui sont supérieurs, pose aussi la question de savoir à qui appartient la vie privée des personnalités publiques. Je pense que c'est un sujet qui est assez d'actualité aussi avec ce qui s'est passé récemment avec votre président. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce qu'il m'appartient à moi de raconter cette histoire privée derrière les portes closes? Merci. D'abord, je ne raconte absolument rien dans le film qui ne soit pas de notoriété publique. On ne dévoile absolument aucun secret, on ne dévoile rien. Donc là-dessus,
je me sens assez libre par rapport à ce qui est raconté. À partir de ce moment-là, tout n'est que point de vue, vision, choix. Et je pense que plus il est personnel, mieux c'est. Je ne détends absolument pas détenir la vérité ou dire les choses se sont passées comme ça devient un film de fiction à partir d'éléments réels. Donc je ne me pose pas la question du bien, du mal, du droit moral. Je pense qu'elle n'est pas d'actualité sur ce projet-là en tout cas. Ensuite, comme je vous dis, si on prend une bouteille et qu'on demande à 3 personnes de la peindre, elle va être peinte de 3 manières différentes et tant mieux. Voilà. Oui, bonjour, Nicole Gabriel de Jeune Cinéma. C'est une remarque plutôt pour Bertrand Bonello. J'interprète votre film comme une œuvre sur une époque terminée. Il y a toutes sortes de références à... Je suis là, je suis par là. Voilà. Oui, il me semble que c'était aussi un hommage à Visconti et peut-être aussi à Daniel Schmitt. Et en tout cas, tout ce qui concerne la voix me semblait extrêmement juste, avec aussi toutes ces références musicales à la Callas, au Stabat Mater, etc. Tout ce travail sur les voix. Vraiment, c'est une sorte d'hommage au temps passé, au temps perdu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent à l'univers d'Yves. Alors notamment la Callas, dont il était fou, voire fou amoureux. Et puis, moi, c'est quelque chose de toute manière qui me touche beaucoup, la décadence, mais au sens quasiment étymologique, c'est-à-dire la chose qui se termine et qui ne peut pas renaître. Donc, au-delà du personnage d'Yves et de l'histoire, il y a quelque chose dans le film d'une époque qui se termine et qui ne renaîtra pas, que j'avais envie de traiter. Et ça passe aussi par ce genre de détails un peu partout, que ce soit en termes d'esthétique, d'image, de référence, d'idées. Ça me semblait important de m'appuyer là-dessus pour la mise en scène. Giovanna Grassi, Corriere della Sera, Italie. Je voulais savoir de le metteur en scène le titre de le film italien qu'on voit, parce que on se le demandait avec des autres collègues et nous ne le savons pas. Et après, on sort de le film avec la certitude que Yves Saint Laurent a cherché quelque chose dans toute sa vie qu'il n'a pas trouvé. Dans votre opinion, qu'est-ce qu'il cherchait vraiment? Pour répondre à la première question, je pense que vous parlez du film de Visconti, Les damnés. Non, il y a un autre film italien. Ah, c'est un film de Ophuls qui s'appelle Madame 2. Et pour la seconde, moi, vous savez, j'ai l'impression que tous les gens qui créent ne sont que des insatisfaits. Donc on cherche toujours quelque chose qu'on ne trouve pas et c'est pour ça qu'on continue. Qu'est-ce que lui cherchait? On cherche toujours une sorte d'absolu du trait, de la couleur, de la sensation. Et puis à partir du moment où on arrive à quelque chose, c'est immédiatement l'insatisfaction de ce qu'on doit faire ensuite qui prend le relais. Sinon, on s'arrête. Est-ce qu'il ne voulait pas être aussi Matisse? Et il y a aussi, en effet, alors dans son cas précis, comme dans le cas de Gainsbourg, ce sont deux personnes qui ont utilisé le terme d'art mineur pour la mode, pour la chanson, par rapport aux arts majeurs qu'il respectait, aux artistes majeurs qu'il respectait. Et dans les deux cas, c'était plutôt dans la peinture, en effet. Si je peux ajouter une chose, c'est que c'est un film sur la création, mais on s'est tout de suite dit que c'était très difficile à représenter la création et que ce qu'il cherche, c'est difficile à définir. Et donc, on a construit le film en se demandant pas tellement ce qu'il cherche ou d'où ça vient, ce qu'il crée, mais plutôt ce que ça lui coûte. Et la plupart des biopics ou des films qui sont inspirés par des personnalités sont construits sur d'où ça vient. Et nous, on a décidé très très tôt de construire le film sur ce que ça coûte. Plutôt. Ça, on peut en parler. Bertrand peut parler de ce que ça coûte de faire des films. Les comédiens savent ce que ça coûte d'apparaître sur l'écran. Les producteurs savent ce que ça coûte de faire des films aussi. Et, voilà. Donc voilà, l'idée du film était ce que ça coûte, pas tellement ce qu'ils cherchent.
J'avais une question pour Gaspard Ulliel, donc Anna Benayoun du journal du Festival de Cannes, ici. Oui. À l'issue de ce film, je voulais savoir de quoi étiez-vous le plus fier? Je suis le plus fier. C'est une question difficile. Je me la suis pas vraiment posée. De quoi je suis le plus fier? Oui, d'en être arrivé au bout, d'être là aujourd'hui, je dirais, d'être là aujourd'hui, c'est une belle récompense. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je suis fier aussi c'est vrai que c'était une expérience qui, pour moi, pouvait susciter beaucoup de crainte, d'angoisse. J'ai eu vraiment peur à un moment et déjà, j'ai trouvé énormément de confiance dans le scénario sur lequel je savais qu'on pouvait vraiment compter. J'ai découvert ce scénario en me disant que voilà, j'avais entre les mains quelque chose d'énorme et de très beau. Et d'une certaine façon, ça mettait la barre encore plus haut et ça rajoutait une angoisse supplémentaire. Je me demandais si, du coup, au tournage, on allait réussir à insuffler quelque chose de nouveau, de supplémentaire, si on allait réussir à aller au-delà du scénario, ce qui pour moi est un peu le but du tournage. Et voilà, j'ai aussi trouvé énormément de confiance en Bertrand. Donc je dirais que oui, ce dont je suis fier, c'est d'être arrivé au bout de cette expérience, ce qui n'était pas forcément évident au départ, vu dans l'état de peur dans lequel j'étais. Frédéric Rougeau, le maxcinema.fr. Qui parmi vous connaissait Saint-Laurent? Que connaissiez-vous de lui ou des personnages que vous avez dû jouer? Et une petite question pour Gaspard Ulliel, est-ce que vous êtes entraîné à dessiner, pour dessiner un peu comme lui? Je commence Non, pas du... Enfin, ce serait faux de dire pas du tout, mais en fait, c'est venu assez tard. Au début, on avait prévu une doublure. Et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais un jour... Tu as dit, j'ai quand même envie d'essayer. Oui, c'est ça. Et en fait, très rapidement, Bertrand a dit bon, bah essayons. Et puis il a vu que ça fonctionnait. Après, il m'a fait 2-3 coups un peu vaches où il y avait des journées où on avait un peu de retard, on avait des craintes qu'il y ait des fausses teintes, des choses comme ça sur un décor à Marrakech où il a fallu tourner en une prise très rapidement. Et il m'a donné les dessins, enfin les exemples, peut-être 5 minutes avant. Mais non, je m'en suis sorti. C'est vrai que depuis tout petit, j'aime beaucoup dessiner. Après, voilà, je suis pas non plus. Mais non, c'était un élément de facilité, oui. Bonjour, ici Adeline Desson pour la chaîne Chérie 25. Comme vous n'avez pas reçu, entre guillemets, l'approbation de Pierre Berger, je suis ici, est-ce que la Maison Saint-Laurent vous a quand même mis à disposition ses croquis, toutes ses archives et ses tenues surtout, notamment pour le dernier défilé, ou est-ce que vous avez dû tout recréer vous-même avec le service des costumiers? Non, tout a été... nous n'avons eu accès à rien, voilà, à rien du tout, même pas une chemise, donc... tout ce que vous avez vu dans le film a été recréé par... oui, il y a effectivement une collection beaucoup des robes de la collection dite Libération 40 ont été effectivement louées à un collectionneur. Donc ce sont des robes d'époque, mais pratiquement toutes les robes que vous voyez, et en particulier celles de la scène finale, ont été recomposées comme on a reconstruit un véritable atelier de couture, en fait. Et ça a été aussi le cas de tous les costumes des personnages, de tout l'appartement de la rue de Babylone. Il y a eu un travail vraiment fantastique qui a été fait par toutes les équipes de Bertrand, la chef costumière et la chef déco, Katia Vichkov et Anaïs. Ça a été un investissement totalement passionné. Non, pour finir de répondre à votre question, c'est vrai qu'on a dû rechercher pour être au plus proche de la justesse, parce qu'évidemment, en effet, on a monté un atelier de couture pour refaire ces 2 défilés, parce qu'en fait, il y a beaucoup oui. Même sur le défilé 40, la difficulté, ça a été de trouver évidemment les croquis, mais surtout de retrouver les tissus, notamment sur la collection russe, qu'on est allé chercher en Italie ou dans le sud de la France, qui donne cette texture tellement reconnaissable et unique, qui nous a permis d'être le plus fidèle possible. Mais c'est vrai qu'on a tout refait comme aurait pu faire un créateur de mode, en fait. Bien, merci beaucoup.
Merci. Merci.